Bonjour et bienvenue sur le plateau des Jours Heureux pour un nouvel entretien autour du programme L'Avenir en commun. Cette fois, j'ai le plaisir de recevoir Anis Lajnef. Bonjour Anis. Bonjour Julie. Merci d'être là. Alors, tu as été trader à la Société Générale en France de 2001 à 2009, puis à Londres, d'abord pour la plus grande banque japonaise Nomura, et tu as terminé ta carrière financière à la Barclays. Tu es très actif sur Twitter et on peut te suivre également sur ta chaîne Telegram, sur laquelle tu postes des interviews que tu as données et des articles qui te semblent intéressants. Pour n'en citer qu'un seul, tu as par exemple recommandé en octobre dernier la lecture d'un texte qui part d'une intervention de Robespierre à la tribune de la Convention nationale en 1792, et qui dénonce la théorie de la liberté totale du commerce. En cette période d'inflation des denrées alimentaires, se rappeler de ce que Robespierre déjà en son temps dénonçait, spéculer aux dépens de la vie d'un semblable est un fratricide. Bon, ça annonce la couleur. Tu tiens également un blog sur Mediapart où tu parles d'économie, de finances, de monnaie, des banques et de fiscalité sociale. Et sur ce blog, tu te présentes comme citoyen libre. Et c'est ma première question. Pourquoi citoyen libre ? Alors pourquoi citoyen libre ? Parce que j'ai l'impression en fait que j'ai gagné ma liberté. C'est-à-dire que j'ai une parole libre, je ne suis pas lié à un crédit, à un patron ou à quoi que ce soit, et que je peux dire ce que je veux. Certains me présentent comme un trader repenti. Alors j'aime pas beaucoup ça parce que la repentance, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis responsable du système financier et je pense que je n'ai pas à porter sur le dos 800 ans pendant les siècles ou 8 siècles pendant lesquels on a justement libéré ce que j'appelle l'usure, c'est-à-dire une économie fondée sur la dette avec intérêt, avec des étapes de plus en plus sophistiquées. Donc à la rigueur, peut-être trader énervé ou trader engagé, mais pas trader repenti. Alors justement, c'est tout ce dont on va parler pendant cet entretien. Dans une interview pour Putsch Live, tu as parlé de ton ressenti en étant dans la finance, enfin plutôt de ta prise de conscience qui est allée crescendo, comme tu as dit dans cette interview, que quelque chose n'était pas juste et pas équitable dans ce système bancaire et monétaire. Tu as parlé de la crise de 2008 comme premier marqueur de cette prise de conscience, même si on a bien compris que c'était crescendo depuis 2001. La finance a mis à terre en 2008 l'économie réelle, car normalement donc, toutes les banques auraient dû faire faillite, et c'est l'État qui en sauvait les banques, donc nous, les contribuables. Tu as d'ailleurs dit dans cette interview: je me suis rendu compte que les dés étaient pipés car on gagne quand ça se passe bien et qu'on ne perd pas quand ça se passe mal. Et cela nous amène à ma première question, qui est une question qui trouve son origine aux États-Unis au moment de la crise des années 30 et qui est revenue sur le devant de la scène depuis 2008. Faut-il séparer les banques d'affaires des banques de dépôt ? Je pense que ça, c'est une première étape nécessaire. Parce qu'en réalité, si on regarde le rôle d'une banque commerciale, il y a deux types. Il y a les activités de marché, dans lesquelles il y a justement un service qui est rendu à des investisseurs, à des spéculateurs, donc ce qu'on appelle les hedge funds, etc. Mais il y a aussi le financement d'activités réelles, etc., de grosses entreprises. Et de l'autre côté, on a la banque de détail qui est là pour justement financer l'économie réelle. Et le problème, c'est que tout est mélangé. Ouais. Et on ne sait pas, dans le bilan d'une banque, si on pourrait faire le travail et voir ce qui vient justement de la spéculation pure ou ce qui sert vraiment l'économie réelle. Et il serait bon justement de détacher les deux pour arrêter d'avoir ce chantage du too big to fail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les banques, quand elles font de l'argent, les profits sont privatisés. Mais le jour où ça se passe mal, on ne peut pas les laisser tomber. Donc en 2008, on les a sauvés une première fois. En mars 2020, on les a sauvés une seconde fois. Et pourquoi on les a sauvés ? Parce qu'elles prenaient des paris démesurés sur les produits dérivés et les produits exotiques. Et donc, il y a toujours ce chantage au sauvetage, ce chantage au chômage, etc. Et ce qui serait bien, c'est justement défaire la banque commerciale de la banque d'investissement. Pourquoi ? Pour justement arrêter d'avoir ce chantage du too big to fail. Alors justement, là tu parles de la crise Covid. On a vu que les dividendes mondiaux ont atteint des records
400 milliards de dollars en 2021. Et en même temps, il y a une flambée des prix de matières premières. Moi, à l'origine, je ne serais pas contre le dividende si le dividende était là pour rémunérer quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a épargné et qui a investi de façon risquée dans une activité, que ce soit la sienne ou celle d'une entreprise. C'est-à-dire que si lui, l'argent investi est issu de l'épargne, c'est-à-dire d'un travail passé, et que ça rémunère son risque, parce qu'il est capable de prendre le risque de tout perdre si l'activité se passe mal, et de gagner des dividendes si ça se passe bien. Mais ça, c'est le capitalisme de grand-père, ou de papa, allez, pour moi. Mais pour les plus jeunes, c'est leur grand-père. Ça fait à peu près une quarantaine d'années que le capitalisme tel qu'il est connu là est perverti par la dette. Alors, je vais donner un exemple très concret. Prenons par exemple le cas de Bernard Arnault. Bernard Arnault a levé, donc il a été sur le marché de la dette et a pu lever, donc ce qu'on appelle lever, c'est-à-dire emprunter sur le marché de la dette quasiment entre 10 et 16 milliards pour acheter Tiffany, qui est un joaillier américain. Et comment il l'a acheté? C'est pas sur des profits passés ou quoi que ce soit, c'est sur de la dette émise. Et cette dette, elle a été émise comment? Grâce à la BCE qui, a racheté cette dette-là et en plus a inondé le marché de la dette d'argent d'intérêt public, créé de nulle part. Donc lui, il va sur le marché de la dette, il lève ses 16 milliards, il achète Tiffany. Tiffany a des employés, etc. Lui, il va toucher 3% en dividendes de Tiffany. Donc, il s'enrichit de centaines de millions d'euros, d'après mes calculs, si je me rappelle bien, c'est quelque chose comme entre 2 et 300 millions d'euros, sans rien faire, juste grâce à un montage financier. Et ça, c'est un dividende qui est légitime pour moi. C'est un dividende qui est lié que à sa capacité à lever de l'argent gratuitement grâce à l'action de la BCE pour acheter une activité qui est réelle et profiter du travail des autres. Et ça, pour moi, c'est la perversion du dividende ou du capitalisme financier, justement par la dette avec intérêt. Donc je suis contre ce type de dividende. Et en ce moment, c'est quasiment, à part quelques petits actionnaires, et c'est pas ceux-là, c'est pas Papy qui a investi dans Eurotunnel à l'époque ou dans France Télécom qui pose problème, ou dans Gaz de France, c'est pas lui, ou Engie maintenant, c'est pas lui qui pose problème. Celui qui pose problème sont tous ces prédateurs qui vont et qui, par le jeu des LBO, c'est-à-dire comme Drahi, c'est quoi la LBO? Je lève énormément d'argent, j'achète SFR, je maquille la mariée, je renvoie des gens alors que c'est profitable, etc. Et derrière, je touche des dividendes. Et cet argent-là, comment il le touche, le dividende? C'est justement grâce à la dette qui lui a permis d'acheter SFR. Alors, quand tu as accepté cette interview, je t'ai fait parvenir le programme et tu as tweeté que les 4 premières propositions de l'Avenir en commun sur le partage des richesses sont la clé pour nous libérer de la domination de la finance sur nos vies et sur l'État. Et l'une de ces propositions est de créer un pôle public bancaire. Qu'en penses-tu? Je trouve que c'est une excellente idée. En fait, je pense qu'il faut qu'on revisite Locke et Montesquieu sur la séparation des pouvoirs. C'est que ils sont super, Locke et Montesquieu, ils ont commencé le travail, mais je pense que là, il est temps, au XXIe siècle, qu'on finisse le travail. Et donc, il y a 2 pouvoirs qui nous échappent, qui sont centraux, en fait. Pour moi, le premier, il est au-dessus même de tous les autres, même au-dessus de l'exécutif, on le voit bien en ce moment, c'est le pouvoir monétaire. Donc, c'est le pouvoir de création monétaire, le pouvoir de créer de la monnaie à partir de rien. Ce pouvoir doit être repris socialement, et il doit revenir au peuple. Il doit revenir démocratiquement au peuple. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième, c'est le pouvoir médiatique. Mais ce n'est pas l'objet de cette réunion. Donc voilà les 2 pouvoirs qu'il faut reprendre. Donc pourquoi il faut reprendre le pouvoir de création monétaire? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si les gens le savent, mais il y a 2 façons de créer de la monnaie. C'est soit la BCE qui crée de la monnaie à partir de rien, et après il va racheter de la dette publique ou la dette de multinationales comme celle de LVMH ou de L'Oréal ou de Total, sans faire de distinction, est-ce que c'est une dette carbonisée ou pas. Donc il n'y a aucun... ils se disent agnostiques à toute dimension politique, mais en fait ne pas avoir justement de décision politique dans la création monétaire, c'est déjà être
faire de la politique. C'est-à-dire, c'est déjà favorisé LVMH, c'est déjà favorisé Total, qui sont les dernières multinationales qu'on devrait aider d'ailleurs. Elles s'en sortent déjà très bien toutes seules. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est la monnaie qui est créée par la BCE. La deuxième monnaie qui est créée, et qui représente à peu près 90% de la monnaie qui est en circulation, c'est la monnaie qui est créée par des institutions privées. Et pour être un peu plus précis, par des banques commerciales. Donc les banques commerciales peuvent être parfois nationalisées ou partiellement nationalisées. Donc ces banques commerciales ont le pouvoir, la BNP, la SG, etc., ont le pouvoir de créer de l'argent à partir de rien et de l'allouer à une activité ou à une personne. Et cet argent, à quel moment il est créé? C'est au moment de l'octroi d'un crédit. Et donc peu de gens le savent, c'est que quand une personne, une entreprise va à une banque et demande de l'argent, la banque n'a pas l'argent. En fait, c'est au moment où elle va accorder le crédit que la monnaie va se créer de nulle part. Donc les banques commerciales ont ce pouvoir de création monétaire qui est énorme, qui fait d'eux des alchimistes monétaires. C'est-à-dire qu'ils sont capables de transformer le vent, c'est-à-dire le fait d'appuyer sur une touche, en or, qui est de l'argent, qui sert vraiment à acheter des choses réelles. Et donc, il faudrait pour reprendre ce pouvoir, parce que si l'argent est créé de nulle part, c'est qu'il est à personne. Mais s'il est à personne, c'est qu'il est à nous tous. Donc cet argent qui est créé de nulle part, il est d'intérêt public. La banque, pourquoi elle a le droit de se rémunérer un peu sur cet argent créé? D'abord parce que c'est elle qui s'occupe de la logistique, c'est elle qui s'occupe d'avoir des comptables qui sont très gentils, qui sont les banquiers, qui vont regarder est-ce que votre demande est viable ou pas comptablement ou économiquement. Ils ne vont jamais regarder le critère social ou le critère écologique, ils vont voir juste le critère comptable, purement financier. Et ce sont eux, institutions privées, qui vont décider à qui elles vont prêter et dans quoi elles vont prêter. Donc on voit des milliards qui sont créés de nulle part pour être investis dans le gaz de schiste aux États-Unis et au Canada par des banques françaises. Okay. La BNP, c'est quasiment celle qui finance le plus dans le monde les activités fossiles, avec de la monnaie créée de nulle part, grâce à une licence bancaire donnée par l'État français. Une licence, normalement quand on paye une licence, on doit payer une redevance qui va avec. Ils ne payent rien. Et donc cet argent est à nous tous. Et donc il faut reprendre ce pouvoir-là et il faut mettre un peu d'ordre dans cette création monétaire et un peu piloter l'économie. C'est-à-dire, moi je donne l'idée de donner peut-être un bonus-malus selon l'activité ou selon la personne. Parce que je suis désolé, les gens se plaignent des riches, mais est-ce qu'ils savent que quelqu'un comme Drahi a emprunté 50 milliards d'euros à lui tout seul? Il y a des gens, ils n'arrivent pas à emprunter 30 000 euros pour se lancer dans un business de plomberie ou de couvreur, mais il y en a qui arrivent à lever 50 milliards pour faire des montages purement financiers, des LBO, qui leur permettent d'avoir un patrimoine tellement énorme qui leur permet justement d'acquérir un pouvoir médiatique et un pouvoir politique. Et donc tout est lié. On voit que le financier a la mainmise sur l'économique. Quand je parle d'économie, c'est l'économie réelle. Mais aussi, ils ont un pouvoir sur les médias. Ils ont un pouvoir aussi, non pas que sur les médias, mais aussi sur le politique. Et parce que ce sont eux qui vont justement forger l'opinion. Donc là, récupérer ce pouvoir sur cette monnaie qui sera gérée démocratiquement par nous, qui est notre monnaie, on pourra orienter la monnaie vers des projets écologiques, sociaux, aider des TPE, c'est ça? Exactement, parce que pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, j'ai rien contre les banquiers qui sont dans des petites agences, etc. Ils font leur boulot, ils doivent aussi se nourrir, payer leurs crédits. Je suis sûr qu'ils ont des crédits aussi. Donc, j'ai rien contre eux, mais quand eux vont devoir décider est-ce qu'ils prêtent ou pas à telle activité ou telle personne, ça va être selon les critères purement comptables de la banque. Alors qu'il faudrait qu'il y ait quasiment un comité de gens, de citoyens qui doivent être dans ce bureau-là avec ce monsieur pour dire non, on va donner une chance à ce jeune-là. Ok, ça n'a pas l'air d'être très rentable ce qu'il raconte, mais on va lui donner un petit bonus, c'est-à-dire lui mettre moins d'un... Parce que là, c'est le contraire, le banquier. Si je viens, j'ai 50 ans, et que je demande d'acheter mon 4e Airbnb, et que j'ai prouvé que j'ai payé mon crédit de mon premier logement, et j'ai payé les 3 autres Airbnb, et que je sais très bien gérer mon argent, bah, le banquier,
Et je coche toutes les cases pour avoir le taux le plus bas et le maximum d'argent pour acheter mon 5e, mon 6e et mon 7e Airbnb. Et dans ce cas-là, je laisse qui? Je laisse la jeunesse. Parce que ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que si on crée le crédit et que maintenant 60% des encours, c'est-à-dire 60% des stocks de crédit servent à l'immobilier, dont peut-être, je crois que c'est 40 ou 50% l'immobilier, c'est-à-dire le logement et l'habitat. Et donc, si on draine l'argent vers ça, on va créer la spéculation immobilière. Et cette spéculation immobilière va faire que les prix à Paris montent dans les grandes villes, etc. Et ça laisse qui? Ça laisse la jeunesse. On crée une sorte de Ponzi scheme qui va léser la jeunesse. Parce qu'il y avait des citoyens, des petits jeunes dans cette salle. Ils disaient non, moi, on ne va pas donner à ce cinquantenaire, là, ce quinquagénaire, son 6e appartement Airbnb, parce que ça me lèse moi. On va plutôt allouer cet argent au dossier dont on a parlé tout à l'heure, du gars qui ne travaille pas pour son compte, qui aimerait bien travailler pour son compte et qui veut s'acheter une camionnette et avoir son premier... le gars, peut-être qu'il est soudeur, il veut s'acheter son matériel et il demande 30 000 €, on va l'allouer à lui. Dans un billet de blog que tu as appelé L'antidote au chaos, tu as écrit que pour une économie en harmonie avec l'humain et la nature, il faut reprendre le pouvoir détenu par les plus cupides, que notre économie s'est bâtie au fil des siècles à la suite d'un compromis implicite entre d'une part les cupides et de l'autre les thésauriseurs, qu'il faut neutraliser les premiers en interdisant l'usure et encourager les seconds à dépenser ou investir dans l'économie réelle. Alors les plus cupides, ce sont les actionnaires, ce sont les spéculateurs, qui imposent la tyrannie du temps court sur le temps long, de l'activité humaine et de l'impératif écologique. Comment reprendre le pouvoir sur la finance, sur les plus cupides? C'est toujours le même moteur nucléaire de la finance. Et à Perlevade, on lui a demandé qu'est-ce que c'est que la finance. Il dit la finance, c'est émettre une dette, la faire circuler. Et en fait, c'est qu'une histoire de dette, la finance. C'est la gestion de la dette. Et ce qu'il faut faire, c'est justement avoir une économie qui repose un peu moins sur la dette. Et ça, c'est quand on parle d'usure, il faut définir ce que c'est l'usure. L'usure, alors, il y en a, ils vont faire une définition qui est celle de la Banque de France, que moi, je n'accepte pas. C'est de dire que l'usure, c'est prêter avec un taux qui soit énorme. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a des règles à la Banque de France, ils disent si vous prêtez à 13%, là, vous atteignez le taux d'usure. Pour moi, ce n'est pas ça l'usure. Pour moi, l'usure, c'est le vol du temps. Voilà. Et pourquoi c'est le vol du temps? C'est que quel est le pouvoir du banquier? Et pourquoi il nous domine sur cette terre? C'est qu'il a un pouvoir incroyable. Il s'est accaparé le temps. C'est-à-dire que quand moi, je vais le voir, et je vais lui dire, je suis jeune, moi, je suis plus trop jeune, mais on va dire si j'ai 25 ans, je suis jeune, j'ai 25 ans, je suis prêt à donner 30 ans de ma vie. Voilà, je vais gagner, je pense, tel et tel argent. Le banquier va regarder mes fiches de paye, va extrapoler, va dire oui, c'est très plausible que vous allez gagner tel et tel argent. Il a le pouvoir de ramener tous les flux futurs, c'est-à-dire tous les salaires, toutes les rentes futures, il les ramène à aujourd'hui. Et il vous les donne sur un plateau comme un magicien, en appuyant sur une touche d'ordinateur. Et juste par ce travail-là, il va se rémunérer sur vous par les intérêts. Voilà. Et ça, en fait, c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose de magique, en fait. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va lui donner ce pouvoir de s'accaparer le temps? Le temps, il est universel, il appartient à tout le monde. Il n'appartient pas aux banquiers. Et je ne pense pas que chez LFI, on va aimer ce que je vais dire là, mais Thomas d'Aquin, ou Saint Thomas d'Aquin, encore mieux. Thomas d'Aquin disait que la finance, lui il ne disait pas la finance à l'époque, il disait l'usure, c'est justement le commerce du temps. Et je trouve que c'est une superbe définition de l'usure, c'est le commerce du temps. Et après, il a été un peu plus loin. Il a dit en vérité, c'est le vol du temps. En fait, Thomas d'Aquin est peut-être un précurseur des idées de Marx. Il avait peut-être aussi tapé pile poil là où ça fait mal. Mais le problème avec justement cette pensée des scolastiques qui ont compris que l'usure, donc la dette avec intérêt, un système économique qui ne repose que sur la dette avec intérêt, posait un problème. Parce que la dette, à la fin, c'est culpabilité, c'est domination, c'est aliénation. Voilà, c'est tout ça. On peut regarder tous les mots dans toutes les langues, c'est incroyable. C'est juste aller chercher la racine des mots. Ça nous explique, et tous ces anciens savaient exactement ce que c'était que la dette. Par exemple, en allemand, c'est Schulden, c'est la culpabilité. Voilà, en arabe, c'est Qard. Qard, c'est la morsure. Voilà, donc ça fait réfléchir.
En bambara, donc la langue qui est parlée principalement au Mali, en bambara, la dette c'est juru, c'est la corde au cou. Voilà. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est justement comprendre ça. Et si on veut mettre au pas la finance, il faut créer une monnaie qui soit libre de dette. Et donc, il faut aussi que nous, on comprenne qu'il faut arrêter d'aller sur les ronds-points le samedi ou avec le syndicat, aller de la place République à la Nation le dimanche et aller le lundi chez le banquier quémander un crédit pour se mettre la corde au cou sur 25 ans. C'est soit hypocrite ou soit c'est ne pas être conscient du monde dans lequel on vit. Et donc, il faut reprendre ce pouvoir de création monétaire et pourquoi pas créer ce que j'appelle moi une monnaie libre de dette. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Si on va en parler, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit sur les Gilets jaunes, du coup, qui ont investi les ronds-points. Ils ont beaucoup, reparlé de la loi de 73. Moi, je suis contre cette idée. Je ne parle jamais de 73, de la loi de 73. De Pourquoi? Pour moi, de Maastricht ou de Lisbonne. Parce que Maastricht ou Lisbonne, voilà, là, c'est concret, ce sont les traités européens, c'est le cadenas. C'est une alliance entre le système bancaire et les multinationales, le marché, qui a cadenassé justement nos lois européennes pour que la création monétaire soit à leur service. Okay. Donc, il faut généraliser, et 73, pour moi, c'est un détail de l'histoire. C'est une étape dans la sophistication de la finance et de l'emprise qu'elle a eue. Pourquoi cette date de 73 revient souvent? Parce que le premier déficit de l'État, c'est 74. Et il est plus lié au premier choc pétrolier qu'il y est à quoi? Qu'il y est à 71, c'est-à-dire à la fin des accords de Bretton Woods en août 71, quand Nixon a décidé de dire, vous savez quoi, le dollar n'est plus adossé à l'or, il est adossé à rien. Donc l'or, en fait, c'est quelque chose de physique. On avait quelque chose, malgré la tricherie des Américains qui se mettaient à faire de la dette dans tous les sens, et De Gaulle l'avait vu d'ailleurs, on avait quelque chose, même malgré la triche, qui nous arrimait au sol, c'était l'or. Une fois qu'il a dit, la monnaie, ça repose plus sur rien, il y a un site qui s'appelle WTF Happened en 1971. WTF, je ne vais pas dire ce que ça veut dire WTF. Ma fille a dit What the flip. Pas mal. What the flip happened in 1971. On va voir ce site-là et on va voir qu'à partir de cette date, en fait, tout part en vrille. C'est-à-dire que tout devient exponentiel. La dette devient exponentielle, les inégalités richesses deviennent exponentielles, la part du partage des richesses en fait va aller de plus en plus vers le capital. La productivité avant, elle était à peu près bien partagée entre les salariés, les travailleurs et les actionnaires, donc les capitalistes. D'un seul coup, elle va être au service du capital et au détriment. Et c'est évident, ça fait vraiment une divergence qui est visuelle graphiquement. Et donc, la vraie date, c'est 71. La vraie date, c'est de dire la monnaie, maintenant, elle ne repose sur rien. Elle ne repose que sur la dette. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a récemment réaffirmé sur le plateau de TV5 Monde la stratégie du gouvernement qui consiste à limiter les dépenses publiques et la dette en organisant une croissance soutenue de l'économie. Donc en gros, la ligne de l'exécutif, c'est clair, financer la dette par la croissance. Ils nous en font souper de la croissance. Alors comme d'habitude, j'ai fait une digression sur les gilets jaunes et tout, mais c'est là-dessus que je voulais te faire rebondir. La dette publique est instrumentalisée pour justifier l'austérité et les privatisations. Nous, on propose d'annuler la dette publique. Qu'en penses-tu? C'est une excellente idée. Alors pour revenir sur Bruno Le Maire, donc les ministres des Finances, je pense, il sait de quoi il parle, et je pense que c'est un menteur en fait, c'est un mensonge. Il se ment à lui-même, il sait très bien que la dette ne sera jamais remboursée. Il n'y a qu'à voir justement comment la dette publique augmente de façon exponentielle pour comprendre justement qu'elle ne sera jamais remboursée ni par la croissance ni par rien. Sous Macron, on a créé 600 milliards de dettes depuis le début de son mandat. Donc on est passé de 1700 milliards à 2300. Donc tout ça, c'est justement de la soupe racontée à la population pour rassurer les marchés, rassurer le lobby bancaire et justement pour faire du chantage à la dette publique sur les populations pour justement les faire travailler plus,
repousser l'âge du départ à la retraite et aussi pour donner moins de droits sociaux, que ce soit sur le chômage, sur les APL, etc. Et justement, là, on se rend compte qu'il y a justement un lien entre la dette et le chantage social. Et donc, la dette, c'est vraiment, elle a un pouvoir politique énorme sur nous. Et pourquoi je suis pour la dette publique, l'annulation de la dette publique? Justement, c'est pour un peu. Moi, je suis pour tout jubiler. Les anciens avaient compris qu'à un moment, il fallait desserrer la laisse de la dette. Et à l'époque, c'était tous les 50 ans. C'est pour ça qu'on parle de jubilé, parce que c'était à peu près... Donc c'est un calendrier qui est un peu plus bizarre que le nôtre, donc on va dire que c'est 49 ans. Mais à l'époque, tous les 49 ans, donc 50 ans du calendrier ancien, justement, on annulait toutes les dettes et on libérait tous les esclaves. Ouais. Mais maintenant, on ne le fait plus, parce qu'on ne croit plus en les livres anciens ou en la sagesse ancienne. Donc aujourd'hui, ce qui nous libère de la dette, c'est ce qu'on appelle des resets. C'est des réinitialisations. On l'a connu avec la Première Guerre mondiale, on l'a connu avec la Deuxième Guerre mondiale. Là, on est en fin de cycle. On est dans un nouveau cycle qui a commencé en 1944 avec Bretton Woods, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et là, on est à la fin. Et c'est pour ça qu'à la fin, les inégalités de richesse s'exacerbent, les populismes montent, les nationalismes, le racisme, la haine, les communautarismes, tout ça, en fait, c'est le fruit justement de plein de frustrations dont le moteur est ce moteur nucléaire qui est l'usure. Et en fait, quand on fait en sorte que notre modèle économique repose sur la dette avec intérêt, en réalité, on ne se rend pas compte qu'on est en train de se mener une guerre à nous-mêmes. Donc voilà pourquoi je suis pour l'annulation de la dette publique. Alors, pour une autre raison aussi, que je t'ai expliqué en off juste avant, Julie, c'est que la dette publique, il faut comprendre qu'on ne lèse personne, aucune institution privée. Alors, je te disais qu'il y a un discours que j'aime pas et que j'entends à gauche, c'est de dire on peut annuler la dette, même qu'on a envers d'institutions privées. Voilà, c'est des riches, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à venir avec leur char. Ça, je suis contre. Pourquoi? Parce que moi, même je suis contre la dette à partir du moment où on donne notre parole, la parole de l'État, comme quoi on va rembourser une dette, j'aimerais que cette parole soit tenue, parce que c'est la parole de l'État. Et si on vit dans un monde où il n'y a plus de parole, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien. Et donc, cette histoire de l'annulation de la dette publique que j'ai signée avec 100 signataires, 100 économistes, d'ailleurs j'étais le seul qui n'était pas économiste dans la liste. Pourquoi j'étais pour? Parce qu'en fait, c'est poche droite, poche gauche. C'est que quand on dit que la BCE rachète la dette publique de l'État français, elle le fait de façon équitable. Elle respecte quasiment ce qu'on appelle le capital key, la clé de répartition, c'est-à-dire le poids de chaque économie dans la BCE, le poids de chaque banque nationale dans la BCE. La BCE, c'est rien d'autre que la somme de plein de banques nationales, ce qu'on appelle l'eurosystème. Donc la BCE veut dire, voilà, j'ai alloué 20 milliards ce mois-ci au rachat de dette publique. Bah, la France, vous représentez 15% de la BCE. Allez-y, sur les 20 milliards, vous pouvez racheter 3 milliards. Okay. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a Villeroy de Galhau, il appelle ces gars, il dit, allez-y les gars, vous pouvez y aller acheter pour 3 milliards de dette publique ce mois-ci. Mais qui est la Banque de France? C'est une banque nationalisée en 1945. Napoléon, on avait fait une institution privée. D'ailleurs, il en est devenu actionnaire, lui et sa famille. Mais en 1945, après le deuxième reset, c'est-à-dire celui de la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle et d'ailleurs les communistes, etc., c'est-à-dire tous les résistants de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont unis, qu'ils soient gaullistes ou qu'ils soient communistes, ont fait en sorte que la Banque de France devienne nationalisée, devienne justement sous contrôle de l'État. Donc, et pour la petite histoire, la Bank of England, c'est en 1946, genre un an après. Donc ça, c'est très très bien. Donc c'est une banque nationalisée qui nous appartient, qui rachète nos dettes publiques. Et donc comptablement, c'est neutre. Si on doit payer des intérêts, on va les payer les intérêts à la Banque de France, mais elle va nous les rendre en dividendes. Donc à quoi sert cette dette? Elle ne sert à rien. Le mal est déjà fait. En fait, le mal de l'inflation.
qui a créé l'inflation. L'inflation des actifs, c'est-à-dire des actions, des obligations, de l'immobilier, qui a appauvri les gens, qui a permis aussi la spéculation, on ne le sait pas, mais qui a permis aussi la spéculation sur les matières premières. Le mal est déjà fait. Donc cet argent-là, en fait, on le doit à nous-mêmes. Et pourquoi il faut l'annuler ? Parce que c'est pour enlever ce chantage à la dette qui est permanent. Parce que croire que Villeroy de Galhau, cet usurier en chef de CTLM, c'était le PDG de CTLM, c'était le numéro 3 de BNP. Moi, je l'appelle l'égorgeur de la mer isolée. C'est celui qui donnait des prêts revolving, etc., des crédits revolving à 15% aux gens les plus démunis, même quand les taux sont très bas. Donc, celui-là, penser qu'il travaille pour l'intérêt commun, c'est vraiment croire au Père Noël. Donc, se libérer de cet homme-là, c'est justement de se libérer du lobby bancaire, c'est de se libérer de la finance, c'est de se libérer aussi du chantage à la dette. Et donc, tout jubilé est bon à prendre, surtout celui-là qui ne laisse pas les institutions privées. Je vais finir avec une dernière question. D'accord. En préparant cet entretien et en te lisant, bon, comme je le disais, j'ai découvert énormément de choses qu'on sait comme ça dans le fond, quoi, mais qui restent finalement très abstraites et opaques. Et le réalisateur de cette émission, Robin, a d'ailleurs pensé à une citation d'Henry Ford. Il est appréciable que le peuple de cette nation ne comprenne rien au système bancaire et monétaire, car si tel était le cas, je pense que nous serions confrontés à une révolution avant demain matin. Et c'est pour ça que je disais que j'étais trader énervé, justement, mais aussi trader anxieux, parce que, en fait, plus j'allais dans le savoir, et plus justement j'essayais de décortiquer le savoir. En fait, j'ai jeté tout ce que je savais, tout ce qu'on m'a appris dans les marchés financiers, à l'école, et j'ai tout mis à la poubelle. Et je suis reparti à zéro pour essayer de comprendre. Et quand je suis arrivé à la fin de ce cycle, au bout de 3-4 mois de recherche intensive, quasiment sans dormir des fois, parce que j'étais pris par mes lectures, etc., je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, on vivait dans des cycles. Donc il y a des gens, déjà des économistes qui ont théorisé ces cycles, et même des hedge funds comme Dalio, par exemple, qui est un grand spéculateur qui a vu cette notion de cycle et qu'à la fin, ça se termine toujours mal. Et je me suis dit, mais en fait, la question que je me suis posée, c'est pourquoi à la fin ça doit toujours terminer mal et pourquoi ce sont les peuples qui payent. Donc si on prend juste la Première Guerre mondiale, ce sont des guerres nationalistes qui nous ont coté, si on intègre dans les morts de la Première Guerre mondiale la grippe espagnole, qui nous ont coûté quasiment 50 millions de morts. Mais pourquoi ce sont nous qui payons ? La Deuxième Guerre mondiale, avec le nazisme et toute la guerre mondiale qu'il y a eu, c'est encore une cinquantaine de millions. Donc, et à l'époque, il n'y avait pas 7 milliards d'habitants, donc c'était énorme. C'est comme si aujourd'hui, on avait 250-300 millions de morts. Et donc, je me suis dit, pourquoi nous devrions payer pour ça ? Et c'est pour ça que j'étais un peu anxieux. Et l'autre chose qui m'a fait peur, et ça c'est inédit, c'est que je me suis rendu compte que la dette avec intérêt, en fait, était toujours de nature exponentielle. Et que c'est ce qui faisait justement le fait qu'elle soit exponentielle et que les arbres ne montent pas au ciel, qu'à chaque fois, il y avait un retour au réel qui était violent. Et je me suis dit, mais cette fois, je voyais quelque chose de nouveau, parce qu'avant, c'était toujours ce qui est exponentiel, c'est les bourses qui montent au ciel, c'est l'endettement, etc. Et là, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, on est en train de créer une nouvelle bulle. Ce n'est pas la bulle de la dette, ce n'est pas la bulle de l'immobilier, ce n'est pas la bulle des nationalismes et des frustrations sociales, etc. On est en train de créer une bulle inédite, dont on est tous conscients, et on en parle souvent, c'est la bulle écologique. Ouais. Et là, ça m'a apeuré. Et je me suis dit, mais non, il ne faut pas être énervé, il ne faut pas vouloir tout détruire. On ne peut rien faire, on vit dans ce monde-là, on va essayer de l'améliorer, et donc je vais m'engager à 100%. Et donc j'ai arrêté un peu toutes mes activités, et je me suis à 100% à dire, comme un pèlerin, je vais essayer d'en... Comme un lanceur d'alerte. Voilà, on parlait peut-être à 10-15 personnes sur Twitter. Si j'arrive à toucher 10-15 personnes, j'ai touché tout le monde. Et voilà, et c'est pour ça, donc, je pense qu'il ne faut pas tout détruire. Mais il faut aller vers la connaissance avec paix, et essayer de changer les choses, et peut-être aussi accepter l'amnistie. Et je t'en parlais en off tout à l'heure. C'est dur à accepter, mais se dire, s'il y a des gens qui ont réussi à accumuler des milliards, qui ont réussi à arbitrer le système, un système cupide, qui est vieux de plusieurs siècles, ils l'ont fait de façon peut-être non morale, mais ils ont respecté les règles, oui. Même si ils ont respecté les règles des fois en étant à la limite du légal. Je pense à l'optimisation fiscale ou à l'évasion fiscale, ou à l'évitement fiscal, etc., qui pour moi sont des fautes morales et quasiment qui doivent être réprimées.
je me dis qu'il faut accepter l'amnistie, le pardon. C'est-à-dire que s'il y a des forces de l'argent et si on essaye de les attaquer trop frontalement pour changer le monde, on les aura face à nous. Et peut-être qu'il faut leur dire, bon, maintenant, c'est ça le deal, vous avez gagné vos milliards, très très bien, vous êtes contents, vous avez de toute façon, ils n'arriveront jamais à dépenser ce qu'ils ont. Vous avez un gros compte bien garni, ça te rassure, d'accord. En fait, c'est l'anxiété de la mort, ça les rassure contre la mort, ces gens-là. C'est Bernard Maris qui disait ça. Oui, exactement. Mais il a repris de Freud, etc. Mais, et de Nietzsche, ils en parlaient. Donc, il faut lui dire, ben, c'est très bien pour toi. Okay, petit cupide ou petit avare. Mais maintenant, tu vas respecter les nouvelles lois. Et tu vas y être soumis. Et peut-être si on l'épargne et on l'amnistie sur ses fautes passées, fautes morales, parce que lui, pour lui, il n'a fait aucune faute, il a profité du système, peut-être que justement, ces gens ne vont pas être en opposition et ça va justement ouvrir la brèche au changement. Voilà. Parfait, on finira là-dessus. Merci, okay, merci beaucoup, Julie. Anissa, d'être merci venue beaucoup. Sur le plateau des Jours Heureux que vous pouvez suivre sur Facebook, Twitter, Twitch, TikTok et YouTube. Merci à tous et au revoir. Merci Julie.